Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron propose à la Russie une coopération accrue. Un retournement de veste. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Terrain Incognita, Thomas Bouchard, Claudine Voirin, Pierre Bourdin, Luc Tobiana, Philippe Bohen, Thierry Libre, Liv Thon, Roland Sarkozy et Françoise Oriot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Vous êtes formidables, vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. Vous levez le petit pouce, vous écrivez de gentils messages et vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. On va revenir sur l'information que j'ai développée hier, car il y a eu beaucoup de commentaires. 39% des 65 ans choisissent la liste macroniste. L'électorat Rassemblement National, lui, rajeunit. Il est attrape-tout Frédéric Dabi de l'IFOP sur les européennes. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ce sont donc les plus de 65 ans, à hauteur de 39%, qui votent Macron. Ce sont les anciens électeurs de Bayrou et du Parti Socialiste, les seniors bobos. Mais voilà, quand on regarde les autres études, ils étaient plus de 60% dans le temps. Autrement dit, le socle des électeurs d'Emmanuel Macron se rétrécit. Et c'est pour cette raison que ce 21% est sujet à caution. Il existe en effet une technique, c'est-à-dire créer un élan artificiel pour un candidat. Vous le placez très bas, 10-12%, c'était les premiers sondages. Après, il était à 15-16, 18 et 21%. C'est pour faire en sorte que les conformistes, les indécis, se rallient à ceux qu'ils croient être le camp du vainqueur. Mais lorsque l'on regarde d'autres sondages, la liste majorité présidentielle est autour de 15-18%. Quel est le grand perdant de ce sondage ? Eh bien, ce sont les Républicains de Bellamy, parce qu'ils étaient crédités de 12% et qu'ils se retrouvent là à 7% chez IFOP. Et oui, c'est la grosse erreur stratégique de François-Xavier Bellamy. Il n'a pas su frapper au bon endroit. Il a consacré toute son énergie à taper sur Bardella, un parti d'opposition. Quelle est la différence avec Emmanuel Macron ? Eh bien, ses électeurs n'ont pas vu la différence. Ils sont allés chez le Rassemblement national et certains sont revenus sur Emmanuel Macron. Lorsque des partis d'opposition se querellent, s'entre-déchirent, eh bien, cela fait monter automatiquement Emmanuel Macron. Et pour les partis patriotes, c'est la même chose. On s'autodétruit en se cherchant des querelles avec des arguments de cours d'école. D'autres m'ont posé la question, comment se fait-il que des gens puissent voter encore Emmanuel Macron avec son bilan ? Eh bien, c'est qu'ils ont pris leur dose d'aliénation quotidienne en lisant l'Aberration, en regardant TF1, BFM VC, etc. Et c'est là où l'on mesure le pouvoir terrifiant de la presse aux ordres. Vous pouvez prendre n'importe qui, il peut être élu président de la République s'il est soutenu, donc, par la presse aux ordres. Emmanuel Macron en France, et que dire de Joe Biden aux États-Unis ? Il est sénile, il est élu en l'an 2000. Il est sénile, et encore plus sénile, puisque ses facultés cognitives se sont encore dégradées. Il est encore candidat pour le Parti démocrate. Oui, terrifiant. N'importe quelle chèvre peut donc avoir 13 ou 14% dans les sondages. Raphaël Glucksmann, j'en ai fait un numéro il y a peu de temps. Le seul moyen de renverser la table, c'est d'éviter les attaques entre les partis souverainistes, c'est éviter les attaques, je dirais même, entre les partis d'opposition. Qui est Emmanuel Macron ? Est-ce que ce n'est pas lui le véritable danger pour la France ? Dois-je rappeler les épisodes des Gilets jaunes, de la pandémie et du pass sanitaire, du pass vaccinal, la loi sur les retraites, la guerre en Ukraine, nos enfants qui pourraient se retrouver sur le front ukrainien. Il me semble qu'il y a le feu à la Maison France, il faut donc arrêter ces querelles stériles. C'est ce que commencent à comprendre les LR. Ce qui menace les Français, c'est la faillite du pays. Les Français vont devoir payer la facture de la gabegie Macron. 1000 milliards d'euros de dette publique en plus depuis son élection. Olivier Marleix, ce qui menace les Français, c'est la faillite du pays.
Et je vais même aller plus loin. Tous les partis d'opposition, de gauche et de droite, devraient s'unir pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne soit plus président de la République. C'est le mal absolu. C'est ce que la France a connu de pire de toute son histoire. Oui, nous devons consacrer nos efforts à faire en sorte qu'Emmanuel Macron cesse de nuire à notre pays. Et nous avons des armes pour cela. Il suffit d'écouter ses ministres ou sa présidente de l'Assemblée nationale. Il faut réduire en partie les dépenses sociales, affirme Yael Braun-Pivet. Voilà une arme pour la gauche, par exemple. Yael Braun-Pivet possède pour 2,1 millions d'euros d'actions L'Oréal et touchera 31 000 euros de dividendes cette année, après 28 000 euros l'année dernière. À votre avis, est-ce qu'une rentière préfère mettre en place une fiscalité sur le capital ou réduire le droit des chômeurs ? Voilà ce que peuvent dénoncer les partis de gauche, mais aussi les gaullistes, parce que nous avons une fibre sociale. Et nous dénonçons également les hausses d'impôts qui vont peser sur les sociétés et les petits artisans. Il ne doit pas y avoir de tabou de hausse d'impôts, Yael Braun-Pivet. Si je comprends bien, vous avez ruiné la France et vous êtes en train d'envoyer la note aux Français, et vous avez fait la même chose avec l'énergie. 42 milliards d'euros détournés à ce niveau-là, ce ne sont pas des marges, c'est un hold-up en bande organisée. Le chiffre du jour, 42 milliards d'euros, c'est la marge qu'ont dégagée en 2023 les producteurs, fournisseurs et négociants sur le marché de gros de l'électricité. Voilà ce que l'on devrait distribuer dans les boîtes des électeurs d'Emmanuel Macron et leur faire comprendre que le principal responsable, c'est bien Macron, mais également cette Union européenne qui nous a obligés à aller vers la transition énergétique. C'est comme cela qu'on arrive petit à petit à aborder le Frexit avec des électeurs un peu rétifs. Et puis hier, j'ai eu des messages un peu vengeurs parce que j'ai évoqué la situation que François Asselineau a pourtant présentée sur son fil Twitter. Appel pour financer notre campagne. Il reste à financer 741 000 euros. 658 000 euros, ce n'est pas suffisant pour faire campagne pour les européennes. Donc, halte au feu. Notre véritable ennemi, c'est Emmanuel Macron, et ceux qui l'auraient oublié, eh bien, petite piqûre de rappel. 2 jours avant, Macron n'avait aucune limite et plus de ligne rouge contre la Russie. Aujourd'hui, il est prêt à une coopération accrue pour convaincre Moscou que la France connaît les responsables de l'attentat. Il prend vraiment les Russes pour des imbéciles, à moins que cela traduise la peur et la fébrilité du chef de l'État. À quelques mois des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron est obligé en quelque sorte de retourner sa veste. Et c'est Thierry de Montbrial qui nous explique tout. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est un kit ou double, affirme Thibaut de Montbrial, avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La vidéo dans ma description. Tous les responsables de la sécurité ont prévenu Emmanuel Macron que l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, telle que prévue, était une folie, un pari sur la vie des spectateurs. Et son ego pathologique fait qu'il n'en démord pas. Ce président est un irresponsable. En effet, Thierry de Montbrial nous explique que la cérémonie d'ouverture s'étend sur 6 km et qu'il serait donc facile de commettre un acte irréparable, que tous les spécialistes de la sécurité ont averti Emmanuel Macron de cette possibilité, mais il veut une cérémonie pour le mettre en valeur. Il est prêt à risquer la vie des Français pour son petit ego. Oui, un authentique monstre. On va revenir sur ce qui s'est passé en Russie. Le groupe État islamique que la Russie combat en Syrie et qui est actif dans le Caucase russe a revendiqué l'attentat de Moscou, mais les autorités russes ont souligné que les terroristes avaient été arrêtés alors qu'ils essayaient de rejoindre le territoire ukrainien après l'attaque. Le président Zelensky a accusé le 23 mars son homologue russe de vouloir rejeter la faute sur son pays. Adrienne Wenson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, a de son côté estimé que l'État islamique portait seul la responsabilité de ce massacre et qu'il n'y avait aucune implication ukrainienne.
Tant que l'enquête sur l'attentat perpétré au Crocus City Hall n'est pas terminée, toute phrase de Washington disculpant Kiev doit être considérée comme une preuve, a rétorqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Telegram le 24 mars. Cela fait plus de 60 ans qu'ils n'ont pas réussi à découvrir qui avait tué Kennedy. Ou c'est peut-être aussi Daesh, a-t-elle ironisé, dénonçant en outre le refus américain de désigner les véritables coupables des sabotages des gazoducs Nord Stream. Il faut ajouter que le président Vladimir Poutine a écouté en direct à la télévision le rapport des enquêteurs et le public moscovite russe, plus exactement, a pu apprendre que le commando avait bénéficié d'une aide logistique sur place. Ceux qui avaient aidé le commando ont bien évidemment été arrêtés. L'enquête avance très vite. Les Américains ne sont pas associés, mais ils savent qui a fait le coup. Lutte contre le terrorisme nécessite une coopération internationale totale, a estimé ce 25 mars Dimitri Peskov, mais celle-ci n'existe pas du tout. Le président français Emmanuel Macron, je vous l'ai montré, a quant à lui assuré ce 25 mars avoir proposé à Moscou une coopération accrue sur le sujet, précisant que la branche de l'État islamique impliquée dans l'attaque de Moscou avait mené ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français. Cette déclaration n'a pas encore été commentée par la Russie. C'est là où l'on mesure qu'Emmanuel Macron est acculé ou terrorisé. Comme nous le rappelait Frédéric Algouy, il voulait envoyer des soldats français combattre les Russes et maintenant il propose ses services. Un retournement de veste XXL. Les Russes ont pour la première fois attaqué les sièges du SBU et du GUR à Kiev, ainsi que le siège de la défense civile de l'Ukraine avec des missiles hypersoniques. Le SBU et le GUR sont des services secrets ukrainiens. C'est un signe que pour les Russes, le renseignement ukrainien pourrait avoir joué un rôle dans l'attentat. Et puis il faut rappeler ce qu'a dit le président Trump. Obama est le fondateur d'ISIS, ce qui est évident pour qui se renseigne un peu sur la géopolitique. Vous avez désormais les clés de compréhension de cette crise. Si les enquêteurs russes étalent les preuves de l'implication de l'Ukraine dans l'attentat, les dirigeants occidentaux devront s'expliquer de leur aide à l'Ukraine. Et lorsqu'ils s'accrochent à la thèse de l'État islamique, cela rappelle également leur responsabilité dans la création de ce monstre. Et il y a donc un signe qui ne trompe pas, c'est le naufrage journalistique sur LCU avec Yakovlev. Sacré Michel Yakovlev, toujours le mot pour rire après plusieurs apéros. Pour Yakovlev, les 4 hommes arrêtés par les Russes ne sont pas les hommes sur la vidéo de la revendication de l'État islamique. Ils ont trouvé 4 pauvres types qu'ils ont ramenés dans une voiture qui n'avait rien demandé à personne. Les vrais coupables, ils courent toujours. Pour dire une telle fake news, c'est qu'il y a vraiment un gros malaise au service de l'État. Je rappelle que Yakovlev, comme Pierre Servant, sont liés au pouvoir. Ils sont les porte-parole officieux d'Emmanuel Macron. Manifestement, il faut dresser un mur entre la réalité et les spectateurs de LCI. Mais la palme revient au général Trinquant. Poutine veut connaître les vrais commanditaires. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les services russes qui montrent leur incapacité à empêcher un attentat sont capables en 24 heures de vous donner l'explication. Il faut rappeler au général Trinquant que ceux qui ont commis ces attentats ont été arrêtés, ils ont été interrogés et que les preuves maintenant sont aux mains des enquêteurs. Et le FSB est connu pour, comment dirais-je, son efficacité. Mais ce qu'il y a de saisissant avec le général Trinquant, c'est qu'il affirmait exactement l'inverse il y a 2 jours. Le général Trinquant, qui défendait encore hier soir sur une chaîne complotiste la théorie complotiste d'un attentat de Moscou fomenté à un niveau ou à un autre par les services russes, pourrait se retrouver sur la liste Renews européenne conduite par Valérie Hayé. Et un de plus, un porte-parole de l'Élysée. Cela doit vraiment paniquer en haut lieu pour nous envoyer tous ces traînes sabres. Trinquant est à la vérité ce que Gilbert Deray est à la médecine. On va prendre un petit peu de hauteur avec un professeur d'université américain. C'est quelqu'un qui est très connu, qui a un CV très impressionnant, c'est John Mearsheimer, spécialiste américain des relations internationales. Il appartient à l'école de pensée réaliste, professeur à l'université de Chicago. C'est quelqu'un qui a conseillé les présidents américains.
Je parie que la plupart des Ukrainiens impliqués dans la sécurité nationale et la politique étrangère comprennent que leurs jours sont comptés. Je suis prêt à parier qu'en Occident, la plupart des élites politiques comprennent que l'Ukraine va perdre et que la Russie va gagner. Mais ils ne veulent plus l'admettre publiquement. La victoire de la Russie signifie une défaite non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Occident. C'est pourquoi nous cherchons si désespérément à l'éviter. Mais nous n'y parviendrons pas. En attendant, c'est des milliards qui disparaissent dans un puits sans fond, c'est la ruine des économies européennes et ce sont des morts par centaines de milliers du côté ukrainien. Il serait temps que les dirigeants de l'Union européenne retrouvent un peu de raison. ONU, le Conseil de sécurité adopte sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce sont les Américains qui se sont abstenus. Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté, lundi 25 mars, une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis qui se sont cette fois abstenus, accentuant la pression sur leurs alliés israéliens. Comme je l'ai expliqué dans un de mes précédents entretiens, les Américains considèrent cette zone comme une chasse gardée. Ils sont donc les seuls à pouvoir mettre fin à cette tragédie puisqu'ils ont empêché tout effort diplomatique de la Russie, de la Chine et des pays occidentaux. Et là, ils viennent de s'abstenir, ils ont envoyé un message très fort à Netanyahou. Une affaire à suivre donc. On va se quitter par le témoignage bouleversant d'Olivia Morel. Je suis Olivia, née de GPA, de mère porteuse, et aujourd'hui je me bats pour abolir la gestation pour autrui, qui détruit la vie de beaucoup d'enfants. Écoutez la souffrance d'une femme née de GPA, d'un enfant commercialisé, un acte égoïste qui oublie l'intérêt de l'enfant. Olivia Morel reprend « Je suis née de GPA et je combats la GPA. C'était une vidéo compliquée pour moi, une interview très difficile, émotionnellement parlant. Je remercie Rémi qui était le journaliste ce jour-là, il a été très patient et compréhensif. Vous avez l'extrait dans ma description. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.